Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État. Sécurité et salubrité dans la ville d'Abidjan sont les principaux thèmes de ce conseil. Viviane Aïmé. Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 25 octobre, sous la présidence du chef de l'État, la situation sécuritaire générale a fait une fois encore l'objet d'une attention détaillée. Face aux vols et braquages en augmentation, le gouvernement ne baisse pas les bras. L'opération de lutte contre le grand banditisme se poursuit, a fait savoir à la presse le porte-parole du gouvernement. Il a été fait état de toutes les situations susceptibles de troubler la quiétude des populations. J'en évoque quelques-unes. Il s'agit notamment de l'accident d'un avion militaire, de la grève d'agents d'un des syndicats de la douane. Il s'agit de l'Assemblée générale extraordinaire d'ex-combattants démobilisés. Il y a eu quelques cas de vol de numéraire, 6 cas sur des personnes ayant effectué des retraits quelques minutes plus tôt dans les établissements bancaires. C'est peut-être le lieu ici d'appeler à plus de vigilance de toutes les populations. Et les banques et établissements financiers et de façon générale tous les établissements qui sont sensibles sont appelés à utiliser peut-être plus fortement qu'avant les solutions de vidéosurveillance. Tout cela pour aider les services de police dans les enquêtes qui sont menées postérieurement à ce type de situation. L'opération de lutte contre le grand banditisme épervier 3 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Des patrouilles mixtes de surveillance des sites stratégiques se déroulent dans le même temps. Dans ce contexte, évidemment, nous terminerons en appelant, encore une fois, les populations à une plus grande vigilance. Il faut être absolument partout dans une posture de vigilance permanente. Pour une meilleure organisation de l'entretien de la ville d'Abidjan, des innovations ont été apportées par le Conseil. Désormais, ce ne seront plus 2 structures séparées, comme ça a été le cas jusqu'à présent, qui vont s'occuper de la gestion administrative de la salubrité. Pour plus d'efficacité, le Conseil a décidé de mettre en place une entité unique pour la gestion administrative. Le premier décret porte dissolution de l'établissement public administratif dénommé Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU. Le deuxième décret porte dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Le troisième décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence de gestion des déchets de Côte d'Ivoire, l'ANAGED. L'ANAGED, qui est la résultante de la dissolution-fusion de l'ANASUR et du FFPSU, a essentiellement pour mission la délégation des services publics de propriété, incluant la collecte, le transport, la valorisation, l'élimination des déchets ainsi que le nettoyage dans les régions et communes. Elle a également en charge le contrôle du service public de propriété délégué aux collectivités territoriales ou aux personnes morales de droit privé et la régulation de la gestion des déchets de toute nature. L'ensemble des personnels des 2 structures dissoutes sont réaffectés à l'ANAGED. L'autre nouveauté, l'enlèvement des ordures et le nettoyage des rues sont désormais confiés à 2 sociétés, la société tuniso-ivoirienne et la société Eco et Burni. Si le conflit foncier dans la région du Cavali a une fois encore retenu l'attention du Conseil, les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Quant aux personnes tuées, le Conseil a décidé de renforcer la présence militaire dans la région.
Parlons enseignement supérieur, la publication officielle des orientations des bacheliers pour l'année académique 2017-2018 a été faite hier par la directrice générale de l'enseignement supérieur. Sur les 82 363 demandes d'orientation validées, 20 545 étudiants ont été affectés dans les universités publiques et 61 818 dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Les étudiants peuvent voir depuis hier leur lieu d'affectation sur le site www.orientationsup.net. Franck Wadiou. Pour cette année académique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a enregistré 82 363 demandes d'orientation. Les affectations des nouveaux bacheliers pour l'année universitaire 2017-2018 désormais publiées à travers une unique plateforme et ce depuis ce mercredi 25 octobre à 16h. L'annonce est faite par la directrice de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. À l'adresse www.orientationsup.net. Adresse Internet connue, mais aussi des résultats d'affectation précisés. Sur 82 363 demandes d'affectation reçues, 20 545 étudiants ont été affectés dans les universités publiques, soit un taux de 25%. 61 818 étudiants, soit les 75% restants des bacheliers, ont été affectés dans les établissements privés. 44% de filles et 56% de garçons affectés pour cette nouvelle année. Ils ont été sélectionnés selon des critères précis dans les universités publiques, privées et grandes écoles privées. Et ceci selon les critères de notes, de série du bac et de limite d'âge définis dans les universités. Les affectations ont également tenu compte des paramètres suivants. Les choix exprimés par les candidats, c'est-à-dire les filières et établissements, les critères d'orientation dans les filières, les capacités d'accueil des structures et les résultats des établissements privés à l'examen du brevet de technicien supérieur de la session 2017. Des étudiants invités à s'inscrire dès maintenant. Une date limite pour la fin des inscriptions a été déterminée. Elle est fixée au 30 novembre 2017. Autre chose à présent, la ville d'Azaguié a été secouée par un conflit communautaire le 15 mars 2017, faisant un mort, de nombreux blessés et des déplacements de population. Une situation qui a mis à mal la cohésion sociale dans cette sous-préfecture du département d'Agoville. Aujourd'hui, la paix est revenue et la cohésion sociale s'établit progressivement. Une mission de suivi-évaluation a séjourné dans cette localité. Elle nous fait le point dans ce reportage signé Mamadou Kwasi. Fermé depuis le mois de mars 2017, suite à un conflit communautaire, le marché du carrefour Azaguié sera rouvert ce vendredi. Une délégation conduite par le préfet de région et le médiateur délégué des Lagunes 1 s'est rendue sur les lieux pour des dispositions pratiques. Pour ne pas frustrer les unes et les autres pour envoyer d'autres histoires, on a voulu que celle qui était là soit d'abord installée. Chacune a sa place qu'elle occupait avant la crise. On va faire en sorte que chacun soit égal à l'autre, c'est-à-dire la place que moi j'occupe, ça soit égal à la place que l'autre occupe. Et que l'occupation soit faite comme avant, c'est-à-dire mélangée entre elles. Chacune doit payer une somme de 10 000 francs pour s'installer. Cette décision de réouverture du marché du carrefour Azaguié est le signe du retour de la paix et de la cohésion sociale à Azaguié. Un climat qui s'établit depuis quelques mois grâce aux actions des chefs coutumiers, des chefs de communautés ainsi que des leaders religieux. La mission de suivi-évaluation du médiateur de la République qui a séjourné 3 jours durant dans la ville livre des secrets. La population a adhéré à cette démarche de réconciliation, mais il restait un point. Ce point, c'était l'ouverture du marché du corridor. Nous avons enclenché ce processus, les communautés ont commencé par se fréquenter et nous pensons que petit à petit, les rancœurs vont se dissiper et qu'il faut peut-être penser à l'indemnisation de ceux qui ont perdu des biens et des vies humaines afin que vraiment eux aussi soient consolés et que nous puissions aller de l'avant.
Le préfet de la région de la Niébi-Tiassa invite les différentes communautés à tout mettre en œuvre pour pérenniser le climat de paix qui règne actuellement à Zaguié. Nous avons réussi à les prendre conscience que l'arc-en-ciel, ce n'est pas une seule couleur, c'est plusieurs couleurs. Donc il faut qu'on accepte les différences entre nous, qu'on mutualise ce qui nous rapproche et qu'on essaie de maîtriser ce qui peut nous diviser. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Alors donc il faut qu'on fasse de telle que ce corridor soit vraiment un corridor de fraternité, un corridor d'unité, un corridor par lequel il y a un esprit nouveau. Message bien apprécié par les autorités coutumières, les chefs de communauté ainsi que les leaders religieux qui s'engagent tous pour le retour de la paix définitive dans cette région. Il faut rappeler que la ville d'Azaguié, située dans le département d'Agboville, a été le théâtre d'un conflit communautaire ayant fait un mort, plusieurs blessés et de nombreux déplacés le 15 mars dernier. En santé, amélioration de la qualité des services communautaires de lutte contre le sida et la tuberculose grâce à la documentation scientifique. C'est le nom du projet qui vient d'être lancé conjointement par 3 structures. Comme son nom l'indique, ce projet de près de 300 millions de francs CFA va permettre pendant 2 ans à 19 organisations communautaires de lutte contre ces 2 pandémies d'améliorer leurs prestations. Serge Coléa. Dernier réglage avant la énième mission et la mission pour ces hommes et femmes du Coltmer, une des organisations de lutte contre la tuberculose, c'est d'aller chaque jour au cœur de la population pour sensibiliser les populations sur les dangers de cette maladie. Dorénavant, si une personne veut tousser, il peut tousser dans le poumon, là et tout ça. Et le microbe reste ici. S'il veut tousser, il prend une pochette. En fait, ce sont des agents communautaires. Leur rôle, impliquer la communauté dans l'amélioration de sa santé. En Côte d'Ivoire, la méthode a permis une avancée considérable dans la lutte contre le sida et la tuberculose. Néanmoins, il faut l'améliorer. Et pour Alliance Côte d'Ivoire et le PACSI, cela passe par la documentation scientifique. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. C'est-à-dire, quand une ONG met en œuvre un programme, qu'elle est confrontée à une difficulté, qu'elle soit à même de rédiger un petit protocole très simple pour pouvoir répondre à ces difficultés. Nos ONG n'étaient pas outillés dans la collecte des données. Et je pense que ce projet-là va permettre de corriger cette insuffisance-là. Pour ce projet qui va s'étendre sur 2 années, la France veut y prendre une part active. À travers Initiative à 5%, elle engage près de 300 millions de francs CFA. Avec ce projet, on va donner un angle beaucoup plus formel, avec la rigueur des revues scientifiques, pour pouvoir établir précisément quelles expériences ont fonctionné. Ce projet lancé le mardi 24 octobre est dit d'amélioration de la qualité des services communautaires dans la lutte contre le sida et la tuberculose grâce à la documentation scientifique. Pendant 2 ans, 19 organisations vont en bénéficier. Hors de nos frontières, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré mercredi casques bleus et populations déplacées à Bangassou, au sud-est de la Centrafrique, ville mise en coupe réglée par les miliciens et où il a fustigé ces groupes armés, je cite, qui veulent faire du pays un enfer. De retour de Bangassou, Antonio Guterres a rencontré mercredi soir à huis clos à Bangui des victimes de violences et des familles de victimes. 64 civils ont été tués en avril par une milice soutenue par les forces armées au Kasaï dans des violences qui ont secoué cette région du centre de la République démocratique du Congo, selon un rapport de l'ONU présenté mercredi à Kinshasa. En juin, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, avait accusé les autorités de la RDC d'armer cette milice qui menait, selon lui, d'horribles attaques contre des civils dans le Kasaï. Plus loin, l'élection présidentielle aura bien lieu ce jeudi 26 octobre au Kenya. Le chef de la commission électorale l'a confirmé hier. Le scrutin est boycotté par l'opposition. Son chef de file, Raila Odinga, n'y participe pas. Il a réuni hier plusieurs milliers de partisans dans la capitale Nairobi. Le chef de file de l'opposition kenyane leur a demandé de ne pas aller voter. De son côté, le président Uhuru Kenyatta exhorte ses concitoyens à la paix pour le scrutin d'aujourd'hui, organisé après l'invalidation par la Cour suprême de l'élection du 8 août. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi.
Très bon début de journée à tous et à toutes.